Après un an d'absence, Arithmantique revient et je voudrais cette année vous proposer un format un petit peu différent avec un unique thème que je déclinerai au fil des épisodes. Ce thème, c'est le lien entre les mathématiques et la politique. Comment les mathématiques, et notamment la conception qu'on peut avoir par exemple des nombres, peut avoir un impact direct et déterminant sur la conception que l'on peut avoir de la politique. Comment les modélisations mathématiques du vote peuvent avoir un impact considérable sur la manière de concevoir la démocratie et la manière aussi de la vivre. On partira de Pythagore, on continuera avec l'Athènes démocratique, ensuite on s'extraira de l'Antiquité pour aller à la fin du Moyen-Âge avec Raymond Lull, puis Nicolas de Cluse, voir un petit peu les premières modélisations mathématiques du vote, puis on partira au siècle des Lumières avec Borda et Condorcet, ensuite on sautera au 19e siècle avec Lewis Carroll, et enfin on arrivera au 20e siècle avec Kenneth Arrow et Kenneth O'May. Aujourd'hui, on va commencer avec Pythagore. Je commence tout d'abord par rappeler un petit peu comment Pythagore considérait la musique. Sa théorie musicale est une théorie avant tout mathématique. Pour Pythagore, tout est nombre, pour le dire de façon un petit peu simple, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans l'univers reflète l'harmonie des nombres, et en particulier les choses qui sont belles reflètent nécessairement la belle harmonie du monde des nombres. Le cosmos est une sorte d'exemplification de ce monde un petit peu théorique qu'est celui des nombres. Pour faire très simple, si vous prenez une corde vibrante d'une certaine longueur et que vous la faites vibrer, ça produit un certain son, peu importe le son, appelons-le un Fa. Si maintenant vous divisez cette corde en deux et que vous ne faites plus vibrer que la moitié de la corde, vous obtenez exactement le même Fa mais à l'octave au-dessus. Pour définir l'octave, on peut l'associer à un rapport 1/2 en termes mathématiques. Si maintenant vous reprenez votre corde initiale, ce Fa, et que vous en faites vibrer les 2/3, vous obtenez la quinte, c'est-à-dire sur un clavier par exemple, le Do. L'harmonie Fa-Do va être l'harmonie, donc la quinte va être l'harmonie la plus belle, entre guillemets, au-delà de l'unisson qui est l'harmonie qu'on peut obtenir avec des octaves. Cette quinte, cette harmonie musicale est donc associable à un rapport de nombre 2/3. Grâce à ce nombre 2/3, on peut passer du Fa au Do, et puis on peut continuer de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle le cycle des quintes, puisque entre Fa et Do il y a une quinte, c'est le nom musical. On peut poursuivre de Do jusqu'à la note suivante, il y aura ensuite une autre quinte. La note suivante, c'est le Sol. Du Sol, on peut continuer en refaisant une quinte et repartir, ça nous donnera un Ré, et ainsi de suite. En fait, en faisant le cycle des quintes, on finit par obtenir les 12 notes de la gamme et à retomber sur le Do initial. Les premières notes que l'on peut obtenir étant Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Une succession bien connue de qui a eu à manier un instrument et a eu l'habitude de voir sur la portée la suite des dièses inscrites. Cette suite-là, elle vient directement du cycle des quintes et elle vient directement des conceptions pythagoriciennes et donc mathématiques de la musique. Donc Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, le reste étant les dièses et les bémols. Vous obtenez donc 12 notes et surtout un lien direct entre la longueur des cordes et les notes qu'elles produisent. Si vous prenez un piano à queue par exemple, vous avez des cordes très longues pour former les cordes les plus graves, et puis ensuite la longueur des cordes diminue jusqu'à arriver aux cordes les plus petites qui forment les sons les plus aigus. Pythagore voit cela comme un ordonnancement, et c'est très important dans la notion de cosmos et dans la notion d'harmonie, il y a une notion d'ordre. On doit bien avoir la longueur des cordes qui décroît, ou qui croît, si on veut faire l'inverse, peu importe, mais en tout cas qui aille toujours dans le même sens, qui soit comme une fonction monotone, comme on dirait en mathématiques. Maintenant, la question c'est comment peut-on transposer cette théorie mathématique de la musique en une théorie mathématique de la politique? Eh bien pour Pythagore, l'isomorphisme, la bijection, la métaphore entre les deux est assez simple. La longueur des notes, c'est en quelque sorte la capacité intellectuelle des gens, on pourrait même dire leur mérite. Pour Pythagore, si on veut suivre un petit peu la métaphore qu'il fait,
Si on a une corde qui est assez longue, eh bien disons que ça correspondra à une personne dont le mérite est assez grand. Si on a une corde qui est assez petite, cela correspondra à une personne dont le mérite est assez petit. Dans la société, les gens ont des mérites différents. De même que sur un piano à queue, les cordes ont des longueurs différentes. Si une corde sur un piano à queue de longueur assez petite veut se mettre parmi les cordes de longueur beaucoup plus grande, eh bien ça crée une cacophonie, parce qu'on ne respecte pas l'ordonnancement. De la même manière, dans la société, si une personne de faible mérite veut s'élever plus haut que des personnes de plus grand mérite, eh bien alors ça ne crée pas la cacophonie, mais l'anarchie. La métaphore de Pythagore est celle-ci. Les gens, dans une société, doivent être classés, ordonnancés, selon leurs mérites respectifs, et formés, tout comme un piano à queue forme une parfaite harmonie croissante, former une société dont le mérite soit croissant quand on s'élève dans la hiérarchie sociale. C'est pour ça que Pythagore a constitué un gouvernement de type aristocratique, alors une aristocratie non pas fondée sur la naissance, ce n'est pas une question de noblesse, mais c'est une aristocratie fondée sur le mérite intellectuel, sur les capacités intellectuelles de ses membres, et Pythagore en était l'éminence grise. Tout ça se passe à Crotone, je le précise, dans le sud de l'Italie actuelle, ce qu'on appelait alors la Grande Grèce. Puisque Pythagore s'intéresse au mérite intellectuel, au mérite tout court des individus, il peut être intéressant de s'intéresser à la notion de méritocratie, qui est extrêmement valorisée de nos jours. La méritocratie, c'est un terme qui n'existe pas à l'époque de Pythagore, bien que ce soit un mot forgé à partir de termes grecs. C'est un terme qui a été inventé en 1958 par le politologue anglais Michael Young, dans un ouvrage qui s'appelle The Rise of Meritocracy, l'avènement de la méritocratie. Dans le roman d'anticipation de Michael Young, la méritocratie fonctionne ainsi. Au début, les individus assez jeunes, les enfants pour le dire simplement, sont évalués à l'aune de leur quotient intellectuel. Le QI est donc ce qui va nous permettre de savoir quelle est la capacité intellectuelle et donc quel sera le mérite potentiel des différents individus. En fonction de leur score, les enfants sont amenés à être dispatchés dans différentes écoles, évidemment de niveaux assez différents. Les enfants ayant le QI le plus élevé, qui vont donc dans les écoles les mieux armées pour les former, sont donc amenés à occuper par la suite, lorsqu'ils deviendront adultes, les fonctions les plus prestigieuses et les plus qualifiées. Une hiérarchie sociale se crée donc parmi les enfants et se reproduit parmi les adultes. Au bout d'un certain temps, Michael Young imagine que on délaisse les tests de QI et qu'assez rapidement, la méritocratie ne devient plus fondée sur cette évaluation des enfants, mais devient héréditaire. C'est-à-dire que les enfants des gens ayant eu le plus grand QI à un certain temps n'auront même plus besoin de faire des tests de QI, ils seront considérés nécessairement comme eux aussi les plus méritants et seront amenés à fréquenter les meilleures écoles et donc à occuper les fonctions les plus prestigieuses une fois devenus adultes. La méritocratie, selon Young, devient alors un système de plus en plus inégalitaire, où les plus méritants, du moins ceux qui sont considérés comme les plus méritants, possèdent de plus en plus d'avantages et de privilèges au détriment des moins méritants, du moins ceux qui sont considérés comme les moins méritants. Il y a alors une vraie notion de caste, et il n'est plus possible de sortir de la caste des moins méritants ou de sortir de la caste des plus méritants. On a le mérite de sa naissance. Young écrit ce livre non pas pour mettre en valeur la méritocratie, mais bien pour la dénoncer, et pour dénoncer en particulier ses effets pervers, qui sont de deux types. D'une part, ceux qui sont considérés comme les moins méritants sont avec le temps de plus en plus marginalisés par la société conduite par les plus méritants. Ils se retrouvent dans des difficultés de survie et dans une déconsidération totale de la part du reste de la population. Le deuxième point important que souligne Young dans ce roman d'anticipation, c'est le fait que très rapidement, la méritocratie laisse place à une forme de noblesse de naissance. Ce n'est plus effectivement le mérite individuel qui va permettre à chacun de développer ses qualités ou non, mais uniquement le hasard de sa naissance. Et cela ressemble furieusement, bien sûr, à ce que l'on appelle la reproduction sociale en sociologie, c'est-à-dire qu'on remarque effectivement, statistiquement, que les enfants des plus fortunés ou des plus éduqués font les meilleures études, là où l'inverse se vérifie également. Les enfants des moins fortunés et des moins qualifiés
finissent par faire le moins d'études. Il y a donc une reproduction sociale stricte, presque sous la forme d'une caste invisible. Or, la méritocratie telle que décrite par Jung correspond de façon assez précise à la logique poussée à son terme du système politique promu par Pythagore. Au-delà de la possible assimilation du régime politique pythagoricien à la méritocratie au sens de Michael Jung, on peut constater un événement notable qui est le fait que Pythagore et son régime méritocratique s'est opposé frontalement à la démocratie alors naissante en Italie du Sud. En effet, dans les années -520-510, dans la ville de Sybaris, qui est un petit peu plus au nord, à 100 km au nord de Crotone, toujours en Italie du Sud actuelle, en Grande Grèce de l'époque, la démocratie commençait à naître. En réalité, l'expérience démocratique, à travers la notion de gouvernement populaire, tout simplement mis en place par une révolte populaire pour faire fuir les gouvernements précédents qui étaient oligarchiques ou monarchiques, selon les cités grecques, cette vague de courants populaires démocratiques n'a pas touché que Athènes, ça a touché essentiellement le sud de l'Italie et la Sicile. Pythagore et son gouvernement méritocratique, craignant que la contagion des idées démocratiques arrive jusqu'à eux, ont décidé de faire la guerre à cette démocratie naissante. Vers -510, selon les sources grecques dont on dispose, l'armée de Crotone marche sur Sybaris et rase la ville, qui disparaît véritablement de la carte. Cette destruction d'une cité pour détruire la démocratie naissante, au nom d'une méritocratie fondée sur une philosophie mathématique, est un point assez important parce qu'elle montre à quel point la méritocratie peut être opposée à la démocratie. Aujourd'hui, on a tendance à les assimiler. La méritocratie, c'est, dit-on aujourd'hui souvent, ce qui permet aux plus méritants de se distinguer des moins méritants et finalement d'acquérir de façon légitime plus de pouvoir, plus d'avantages, plus de richesses. En réalité, la méritocratie s'oppose idéologiquement de façon frontale à la démocratie. Pourquoi ? Parce que la méritocratie se fonde sur l'idée qu'il y a une inégalité fondamentale entre les gens. Tandis que la démocratie, et notamment la démocratie athénienne, se fonde sur l'idée qu'il y a une égalité fondamentale entre les gens. Justement, la démocratie athénienne a développé une pensée extrêmement mathématique autour de sa conception démocratique.